Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour d'Italie 2024. Ça s'est déroulé hier, c'était en début de soirée vers 18h30 que l'étape s'est terminée. On va revenir sur cette journée. Bilan des Bleus, top flop. Comme d'habitude, du côté de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis, n'oubliez pas, il y aura des bilans du côté du Giro, il y aura également un épisode du maintien. Voilà, pour clôturer sur cette semaine du Giro et attaquer ensuite la semaine du Dauphiné où il n'y aura pas de présentation d'étape. Ça sera un peu particulier le Dauphiné. Parce que, encore une fois, je ne suis pas chez moi pour faire le Dauphiné. Allez, on commence tout de suite. Donc, la petite cloche. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Étape numéro 21. Donc, c'était une parade dans les rues de Rome. On allait vers Ostia, donc vers la plage. Ensuite, on revenait dans Rome. Avec cette belle image, notamment, comme toujours dans les dernières étapes, vous voyez pas mal de coureurs qui discutent, voilà, pas mal de coureurs qui se parlent, c'est un peu le début des vacances, enfin, voilà, c'est le début de la fin, cette étape. Et moi j'aime bien ce côté ambiance un petit peu vacances, comme on a sur les Champs-Élysées, qu'on a un petit peu du côté de Madrid, avec ce côté célébration. Et on a eu notamment comme belle image Pozzovivo qui est rentré dans Rome, dans le circuit on va dire final en premier. Pozzovivo qui faisait donc son dernier Tour d'Italie, le 18e de sa carrière et qui prendra sa retraite en fin de saison. C'est acté maintenant du côté de Pozzovivo qui a 42 ans, qui avait réussi à revenir dans l'équipe de ses débuts. La Bardiani, puisque en fait c'était la Panaria, mais la Panaria c'était l'ancêtre de la Bardiani, et qui a réussi donc à boucler la boucle. Pozzovivo, je pense que ça serait quand même un coureur marquant du Tour d'Italie. Peut-être qu'on en parlera l'année prochaine dans la rubrique cycliste du jour. Et puis ensuite, on rentrait sur le parcours final. On a bien eu une attaque, notamment avec Ewen Kosciu, avec également, c'était Valgren qui était dans cette attaque et Alex Bodin. Mais bon, il n'y a jamais eu énormément d'avance pour ce groupe. Et puis ensuite, on a eu un sprint. Dans le dernier tour, il y a eu une crevaison pour Jonathan Milan, donc à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il a réussi à revenir 5 km plus tard, je pense bien aidé par les voitures, on en reparlera. Et puis ensuite, c'était le sprint un petit peu technique et Merlier a été bon parce qu'il a fait comme un Ockereux, il a lancé son sprint avant les pavés. C'est ce qui lui a permis de s'imposer. Donc au final, 3 victoires partout entre Merlier et Milan. Et pourtant, quasiment 160 points d'écart au niveau du classement du maillot cyclamen. Parce que, Milan Merlier regrettera sa deuxième semaine avec la disqualification et le sprint un petit peu raté où il prend la 15e ou la 16e place et ça lui coûte cher au final dans ce classement. Allez, on regarde la note de cette étape. J'ai mis un 12 sur 20 pour la note de l'étape. Pas grand chose à dire en fait, on s'attendait pas à plus, pas à moins. Voilà, sur cette journée, on s'attendait à un sprint, on s'attendait à ce que ça soit un petit peu célébration. Donc on a eu un petit peu tout à quoi on pouvait s'attendre sur cette journée. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, c'est correct pour cette étape. Ça a été un tour d'Italie quand même plutôt réussi. Du côté du classement général, c'est Romain Bardet qui fait 9 du côté des Français. Ben O'Connor fait 4. Mais on a quand même 3 victoires d'étape pour les Français. On peut rajouter également la victoire de Vandrame du côté de Decathlon à G2R. Allez, on commence avec les coureurs corrects. Eh bien aujourd'hui, Agnolowski, pour moi, il a rempli son contrat. J'ai vu dans les commentaires, quelqu'un me disait Cofidis et FDJ, ça a été pas terrible. Je trouve quand même que c'est sévère du côté de la Cofidis. Oui, la Groupama FDJ, je suis d'accord,
ils ont été nulle part. Mais du côté de la Cofidis, non, je trouve qu'Agnoloski a rempli le contrat, il marque des points UCI, il prend même une deuxième place qui, je pense, était largement au-dessus du contrat. Il y a la victoire de Benjamin Thomas. Geschke finit quand même 15e de ce Giro, 14e de ce Giro. Donc voilà, on arrive à marquer quelques points. Je pense bien plus que ce qui était prévu de base du côté de ce Tour d'Italie. On fera même un point sur la prochaine vidéo, le maintien. On fera un point également sur les points UCI qui ont été marqués sur ce Tour d'Italie, en plus des points qui ont été marqués sur ce mois de mai. Mais du côté de Cofidis, je trouve que le bilan n'est pas catastrophique. Et Agnoloski, il a été présent dans les sprints. Si on compare à ce qu'a fait Dainese, je trouve que c'est presque mieux que Dainese en termes de résultats. 8e à Fossano, 9e à Francavilla, 2e à Cento, 5e à Padoue, et puis 6e aujourd'hui du côté de Rome. Ça fait, si on calcule en termes de nombre de points, donc là 35 et 5, 40, ça fait 100, 230, 260, 305 points UCI marqués sur cette compétition. Voilà. Si je calcule bien, donc c'est vraiment bien hein, du côté de ce coureur. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il marque autant de points. Donc pour Cofidis, je trouve que ce Tour d'Italie est plutôt réussi. Agnoloski, voilà, a marqué des points sur des étapes. Il y a une belle deuxième place à Cento et pour un coureur qu'on n'attendait pas forcément, parce que moi j'avais dit c'est peut-être dommage qu'ils n'aient pas pris Fretin au départ de ce Tour d'Italie, d'avoir pris Agnoloski et Fretin ensemble. Mais là je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. C'est vrai que quand on regarde quand même l'effectif au départ de ce Tour d'Italie de la Cofidis et les résultats à la fin, je trouve que c'est plutôt pas mal voilà, pour cette équipe au niveau du classement UCI. On poursuit. Autre coureur correct aujourd'hui, Donovan Grodin. Pas simple pour Arkea. C'est vrai qu'on les a vus à l'attaque, mais pas forcément marqué des points. À part Jente Biermans, c'est vrai qu'Owen Kosciu est pas passé loin, souvent offensif. Mais Donovan Grodin, là il marque 25 points UCI. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, sauf qu'au départ c'était pas forcément lui qui a été prévu pour sprinter. On avait Biermans, on avait Decker. Les deux sont tombés, donc ça c'est vrai que ça n'a pas été idéal pour cette formation. Sur le sprint à Padoue, il a du mal à se placer parce qu'il fallait qu'il retrouve des sensations dans cet exercice. Il a réussi à le faire là sur cette étape du Tour d'Italie, donc c'est pas mal. Surtout que c'est quand même un coureur qui prépare également la piste, hein, Donovan Grodin. On rappelle qu'il sera du côté des Jeux Olympiques, certainement dans l'épreuve dans des épreuves sur la piste, pardon, parce qu'il a déjà obtenu des titres dans ces compétitions-là, donc pas forcément évident de préparer deux objectifs, et donc c'est vrai que sur cette fin de Giro, avec une équipe qui a été pas mal décimée, il a réussi à s'en sortir, donc content voilà, pour Donovan Grodin, et on espère que donc on aura d'autres résultats cet été du côté de Paris, d'autres résultats de qualité pour la suite. Donc voilà, ça a été pas forcément une course facile hein, pour Arkea. Après on s'attendait pas forcément à deux miracles. Donc voilà, je crois qu'on est on n'est pas surpris au niveau des résultats. Bon voilà, ils n'ont pas réussi forcément à remporter une étape. C'est toujours leur objectif. Ça sera peut-être avec Arnaud Démare ou avec un autre coureur cet été sur le Tour de France ou sur la Vuelta. Mais c'est vrai que c'est toujours ce qui manque. Voilà, du côté des coureurs de cette formation.
voilà, c'est ce qui manque. Il manque vraiment ce résultat sur un grand tour pour le moment pour cette formation. Du côté du bonnet d'âne du jour, bah, c'est un peu répétitif. De toute façon, aujourd'hui, c'est un petit peu répétitif au niveau des bonnets d'âne. C'est Laurens Pitty. Toujours pas de solution au niveau du sprint. On ne s'est jamais trouvé hein, sur ces 3 semaines de course du côté de la Groupama. Je pense que Laurens Pitty était un petit peu fatigué après les classiques flandriennes. Et puis du côté de l'équipe française, on n'a jamais réussi, on n'a jamais été en mesure de lui faire un train de qualité. Ça manquait souvent de monde dans le final pour Laurens Pitty. Donc ça a été difficile, voilà, pas forcément dans le bon timing, avec une équipe qui n'a pas réussi à lancer correctement les sprints. C'est dommage pour Laurens Pitty parce que ça fait une première expérience en grand tour décevante. Je ne sais pas s'il avait déjà un contrat de signé pour l'année prochaine avec la Groupama ou avec d'autres formations, mais si ce n'était pas encore fait, son salaire va peut-être baisser après ce Giro qui a été décevant malgré un début d'année très intéressant sur les classiques flandriennes. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top pour ce dernier sprint, Tim Merlier. Bah, comme je le disais donc en introduction, il a fait une Nocquereux sur les 2 dernières années. Merlier, quand il gagne à Nocquereux, il commence à sprinter dans la petite courbe sur la droite, là où vous avez encore du goudron. Il arrive donc à avoir quasiment sa vitesse maximale quand il arrive sur les pavés. Donc c'est ce qui permet de faire la différence. Là, il y avait des pavés qui n'étaient pas super bien indiqués sur le roadbook. Donc il a décidé de sprinter avant les pavés. Il a été en plus aidé par Gaviria et par Van Dijk. Gaviria qui lance très tôt, Van Dijk qui est dans la route de Gaviria et qui est obligé de lancer. Et ce qui fait que Merlier en plus a pu profiter au départ de l'aspiration de ces 2 coureurs pour lancer son sprint. Et après derrière, même si Merlier sur les 25-30 derniers mètres, il y a un moment pendant 2-3 dixièmes de seconde, il s'arrête presque de pédaler. Enfin il y a un coup d'arrêt dans son pédalage, peut-être voilà, embêté par une bosse, par un trou, ce qui a perturbé son pédalage, mais Milan était un peu trop juste. C'est très fort de la part de Merlier. 3 victoires d'étape sur ce Giro, il égale Jonathan Milan. 4 victoires pour la Soudal Quick-Step aussi, hein, si on rajoute la victoire de Julien Alaphilippe, le top 10 de Jan Hirt. C'est quand même une course réussie de la Soudal Quick-Step. C'est un grand tour réussi totalement. Autant sur les classiques, ça a été compliqué hein, pour cette formation. J'avais été assez critique avec la Soudal Quick-Step. Autant sur ce Tour d'Italie, pour moi, le contrat est totalement rempli, voire plus, parce qu'on a un coureur dans le top 10, parce qu'on a une victoire d'étape de Julien Alaphilippe, qui est aussi super combatif hein, de ce Tour d'Italie, puisque c'est avec un système de tweets. Vous savez que moi, le classement du combatif, c'est un classement dont je parle jamais, parce que je trouve que ça correspond à pas grand-chose. Et plus donc les 3 victoires d'étape de Merlier. La déception en fait du côté de Merlier, c'est cette 2e semaine. Il passe à côté de cette 2e semaine. Il passe à côté. Il est disqualifié d'un sprint. Pour moi, la disqualification était justifiée dans la manière où il gêne Molano. Vous avez également ce sprint raté, le sprint d'après où il le rate, il fait 15 ou 16 du sprint, ce qui fait qu'il marque quasiment pas de points. Le fait est qu'il est aussi assez peu participé au sprint intermédiaire. Ça fait l'écart de points avec Jonathan Milan du côté du maillot cyclamen, mais en termes de victoire, eh bien, ça a été une réussite. Et puis surtout, Merlier a prouvé à la Soudal Quick-Step, mais également à ses adversaires, que ce n'était pas seulement un sprinter de première semaine. C'était un sprinter qui pouvait être présent également en 2e et en 3e semaine. Il remporte 2 victoires en 3e semaine. Ça montre qu'il a réussi peut-être à progresser un petit peu dans les bosses, dans sa manière de gérer 3 semaines de course, dans la récupération, dans tous ces facteurs-là, ce qui avait peut-être été le souci sur ses premiers grands tours. Donc là, il a été bon dans ce domaine-là. Et puis surtout, son dernier grand tour, ça avait été une Vuelta il y a 1 an et demi qui s'était pas bien passé, hein, la Vuelta, sa dernière course quasiment avec Alpecin. Et là, il a réussi donc à rectifier le tir. Donc là, c'est pas mal voilà, du côté de Merlier. Très bon grand tour du côté du Belge. Il sauve même un petit peu la course des Belges qui n'étaient pas forcément très nombreux au départ. Mais c'est vrai que comme on a eu Jan Uijtdebroek
qui a dû abandonner alors qu'il était bien placé. Eh bien, voilà, ça sauve un petit peu la course des Belges du côté de ce Tour d'Italie. On continue avec Jonathan Milan. Bon, alors, je pense que Milan, il pourra dire merci aux commissaires qui ont été gentils. Je suis pas sûr que s'il n'avait pas été italien avec un maillot distinctif, on n'aurait pas été plus méchant avec Milan. Parce que certes, il a une crevaison, ok d'accord, il fait quand même du derrière voiture. Hein. Alors au départ, il est derrière une voiture qui n'est pas de son équipe, mais ensuite, c'est derrière la voiture de la Lidl Trek. De toute manière, quand vous revenez sur un peloton comme ça, lancé un plein de vitesse en 5 km, c'est que forcément, vous avez fait des rétro-poussettes, vous revenez pas en 5 km, en moins de 5 km, juste avec vos jambes. Donc c'est qu'il y a eu des trucs derrière qu'on nous a pas montré du côté des caméras. Peut-être qu'on nous a fait exprès de ne pas les montrer au niveau des caméras du côté de la télévision italienne. Mais je suis pas sûr que si ça avait été un Hofstetter ou un autre coureur, Hofstetter qui est tombé ou un autre coureur, on aurait été aussi clément du côté des commissaires avec Jonathan Milan. Bon, après, lui, c'est pas de son ressort, hein, c'est les commissaires qui qui devraient être cohérents de temps en temps avec leurs règles, parce que là aussi, il y aurait des choses à dire. Mais donc, Milan arrive à revenir dans le peloton, mais après, il fallait remonter le peloton, et là encore, on voit la supériorité de la Lidl Trek au niveau des sprints en termes d'équipe. Sur ces 3 semaines de course, parce qu'autant Merlier, je pense, était fort sur les sprints, autant son équipe n'avait pas les moyens d'être aussi performante, la Quick Step, que la Lidl Trek. Et c'est vrai que la Lidl Trek, ça a été la force de cette formation qui a réussi à être très performante, à remettre vraiment Milan dans des bonnes dispositions. Sauf que le problème, c'est qu'ils font un énorme effort entre 4 km et 2 km pour le replacer. Et ensuite, il en a manqué dans le final, hein, tout simplement, du côté de Jonathan Milan. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Mais le sprint n'est pas mauvais. Encore une fois, il arrive à s'en sortir. Mais là, face à Merlier, il lui manquait encore 30-40 mètres pour aller le sauter sur la ligne. Et puis dernier au coureur top, Caden Groves. Ça aurait été le 3e homme de ce Giro, Caden Groves. C'est dommage, il lui manque cette victoire. J'aurais bien voulu qu'il en gagne une, Caden Groves, mais voilà, il est tombé sur 2 coureurs qui étaient au-dessus, sur 3 aussi au départ, parce qu'il y avait Olaf Koy, je pense, qui était au-dessus. C'est le 3e, 4e homme, voilà, de ce Tour d'Italie du côté des sprints. Il n'a pas été en mesure d'aller les chercher, mais il a fait la course. Présent sur les Inter-Giro, présent également sur les sprints intermédiaires quand il pouvait marquer des points. Donc ça, j'aime bien parce qu'il y a eu du panache quand même du côté de Caden Groves. Après, il lui manquait un train. Ce qui est terrible, s'il avait eu du Sylvian Didier, s'il avait eu même l'année dernière un coureur comme Krieger qui était chez Alpecin, il lui a manqué des poissons pilotes. Et il s'est retrouvé très souvent dans le dernier kilomètre un peu seul. Et là, dans ce genre de situation, c'est compliqué de faire des miracles. Donc voilà, 3e coureur top, Caden Groves. On termine avec le bonnet d'âne parce qu'on fera un bilan des différents classements. Je pense que dans la vidéo débrief, même s'il y aura dans la description les différents classements, on commence du côté des bonnets d'âne avec Gaviria. C'est fou parce qu'il fait quand même 4e aujourd'hui, mais la manière dont il lance son sprint, au moins à 350 mètres de l'arrivée, ça ne peut pas le faire. C'est comme si vous aviez un coureur qui courait un 200 mètres face à des mecs qui courent un 100 mètres. C'est ça. C'est-à-dire que Gaviria, il lance tellement de loin que il ne peut pas être aussi efficace qu'un mec qui va faire un sprint de 10 secondes. Lui, il fait un sprint qu'il va faire 17 ou 18. Donc forcément, en faisant un sprint qui fait 17 ou 18, il est moins rapide. Il ne peut pas générer autant de vitesse. Il ne peut surtout pas conserver sa vitesse autant qu'un Merlier, qu'un Milan. Et pourtant, Merlier a lancé de loin. Mais là, c'est plus de loin, c'est beaucoup trop loin. On était au moins à 400 mètres de l'arrivée quand Gaviria lance. C'est juste pas faisable. Et il a fait ça pendant tout le Giro. C'est-à-dire que tu peux te dire, tu fais ça pendant 1 fois, 2 fois, ça fait depuis 1 an. 1 an, ça fait quasiment depuis le Giro de l'année dernière, voire peut-être même avant le Giro de l'année dernière, qui lance ses sprints.
on est au moins à 400 mètres. Donc voilà, tu peux avoir les meilleures jambes du monde, tant que tu sprintes aussi loin de l'arrivée, tu ne peux pas faire des miracles. Voilà. Donc tant que Gaviria n'aura pas compris ça, il ne pourra pas gagner de grandes courses. C'est dommage parce que c'est un coureur qui est très talentueux, mais je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui de vouloir lancer d'aussi loin. Donc c'est quelque chose qu'il doit rectifier parce que sinon ça sera très difficile pour lui dans les années à venir. Donc voilà, on espère que la situation sera rectifiée du côté de Gaviria dans les semaines à venir, qu'il arrivera enfin à trouver le timing. Là, ce qui lui manque vraiment, c'est le timing du côté de Gaviria. Deuxième bonnet d'âne, Caleb Ewan. J'avais dit que sur les bonnets d'âne, c'est très répétitif. Pas de miracle. Pas de miracle pour Caleb Ewan parce que j'ai l'impression que le briefing a été le même pendant ces 3 semaines de course, sauf que ça ne marchait pas. Walscheid, il est devant à 2 bornes de l'arrivée. Dans sa roue, il y a Caleb Ewan, donc forcément, ça ne peut pas tenir 1,5 km à l'avant. Donc ils sont enfermés, ils se font devancer. Alors je ne sais pas si c'est Max Walscheid qui fait ce job-là à 2 km de l'arrivée et qui n'arrive pas à être devant plus loin. Est-ce que c'est une demande de Caleb Ewan mais dans ce cas-là, si c'est une demande de Caleb Ewan, c'est une demande stupide de la part du coureur australien. Là aussi, ça ne peut pas le faire. On parlait de Gaviria avec un sprint de 400 mètres, mais Ewan, il se retrouve seul à 2 bornes de l'arrivée. 2 bornes de l'arrivée, c'est impossible de ne pas manger du vent à un moment, et on l'a vu sur plusieurs sprints, il mangeait du vent. Caleb Ewan, là aujourd'hui, il fait 9. Il a même pas réussi à être bien meilleur malgré les abandons. Parce qu'il y a eu quand même des sprinteurs qui ont abandonné. Biermans, Decker, Jacobsen, Olaf Koy qui ont abandonné. Biniam Girmay du côté d'Intermarché qui a abandonné assez vite. Il n'a même pas réussi, malgré ses abandons, à faire un top 5. Voilà. Leonardi a fait un top 5. Agnoloski a fait des top 5. Ewan, il n'a pas été en mesure de le faire. Ce qui montre que, premièrement, oui, il y a un vrai souci au niveau du train, mais je crois aussi que Caleb Ewan, là pour le moment, il n'a plus les jambes de ses 24-25 ans. C'est ça qui est terrible. C'est quand on a connu le grand Caleb Ewan, les premières années chez Lotto, où voilà, il était fantastique, il arrivait à trouver des solutions tout le temps. C'est sûr qu'en 2024, ce Caleb Ewan là, on aimerait bien le retrouver. Et ça attriste un petit peu. Et là, c'est juste pas faisable. Enfin, la manière dont il se débrouille, c'est pas faisable. Et tu te dis, heureusement que chez Jayco Alula, c'était pas sur le Tour de France qu'ils ont prévu Dylan Groenewegen, parce qu'en termes de timing, Groenewegen, c'est un peu mieux. Alors oui, il fait des gauches-droites. Sur ses derniers sprints, il en a fait quelques-uns, des gauches-droites. Notamment, mais en termes de résultats comptables, c'est bien mieux que pour le moment ce que fait Caleb Ewan depuis 1 an et demi. Et pourtant, Groenewegen, c'est pas parfait non plus. Mais il leur manque. Il faudrait peut-être un Caden Groves du côté de Jayco. Caden Groves, je crois qu'il est en fin de contrat. Il leur faudrait peut-être le retour de Caden Groves. Parce que là, aujourd'hui, Caleb Ewan, ça ne tient pas la route du tout. Et puis, je termine avec Molano. Malgré le travail de Pogačar, je pense que Molano, il a dû faire aussi du job pour Pogačar. Il a dû ramener des bidons. Ça manquait un petit peu d'énergie. Et puis le train, tout simplement, devant Molano, Rui Oliveira et donc, les deux, là, Pogačar et Rui Oliveira. Pogačar, il fait un gros boulot, pas forcément dans le bon timing. Il est très présent à partir de 2 km 500 jusqu'à 1 km 500. Et le problème, c'est qu'ils se font un peu bouffer par les trains adverses. Eux, ils étaient côté gauche de la route, côté droit. Tu as une vague qui arrive à leur passer devant, notamment avec la Lidl Trek, mais avec d'autres formations à ce moment-là. Et pour Molano, ensuite, il a complètement disparu de ce sprint, peut-être aussi parce que les jambes n'étaient plus excellentes
voilà, hein, qu'il y avait un peu de fatigue du côté de Molano. C'est vrai que sur certaines étapes, il a fini dans les derniers. Je crois qu'au classement, si on regarde bien le classement de ce Tour d'Italie, si ça s'affichait rapidement, dans ce classement général de ce Tour d'Italie, Molano, il est, je crois me souvenir, quand même assez loin. Oui, il est 125e sur 142. C'est-à-dire qu'il est derrière Caleb Ewan, il est derrière Milan, il est, je crois, derrière Merlier est derrière. Et ça veut dire que quand même, il a fini assez loin. Et ça, c'est pas toujours facile. Surtout que lui, il avait aussi un travail de leader, d'aider un leader. Et voilà, il y avait 2 cartes à jouer du côté de la UAE. Et forcément, c'est très compliqué, hein, comme on me le disait dans les commentaires. C'est très compliqué de vouloir jouer 2 lièvres à la fois. Bon, bah, c'est Molano qui en a payé le prix. Après, voilà, je pense que Molano, c'est... Quand tu t'engages dans une équipe comme ça avec des gros leaders, c'est le cas chez UAE, c'est le cas chez Visma également. C'est sûr que pour les sprinters, c'est pas forcément évident sur les grands tours parce que ça veut dire que tu te retrouves un petit peu en difficulté. Malgré tout, il a fini 3e à Naples, 5e à Francavilla, 7e à Cento. Mais c'est vrai que sur cette dernière semaine, ça a été un petit peu plus compliqué pour un coureur qui n'a pas encore gagné depuis le début de saison. Il est à la recherche de sa victoire, 24 victoires chez les professionnels. C'était au Great Tour of Ghanzi où il avait remporté l'étape numéro 5 l'année dernière. Je ne sais pas quelle sera la suite du programme. Ça sera le circuit franco-belge dans 2 jours pour Molano. Du côté de Tournai et de Mont-de-l'Enclus pour cette épreuve. Avec notamment le col du Hortilin, voilà, qui est et le Knockeberg aussi, qui est au programme de cette épreuve, voilà, belge, la 83e édition du circuit franco-belge, qui utilise ce circuit maintenant depuis quelques années, hein. C'est vrai qu'avant on arrivait à Tournai, mais ça fait depuis 2023, c'était déjà le cas. Voilà, c'est depuis 2023 qu'il passe dans ce circuit qu'on a un peu densifié le parcours. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc pour les bilans de ce Giro 2024. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.